Allez, Catherine, je vous donne le micro. Merci Michel. J'ai 1 heure à moi toute seule. Réjouissez-vous. Non, ne vous réjouissez pas. Regardez, à table, la table ronde, très garnie. Pourquoi? Parce que nous avons tous les éléments pour créer, avec tout ce qu'on a entendu, des exposés magnifiques. Vous avez tout en main pour créer et animer une structure de réflexion éthique d'établissement. Ou corriger ce qui n'allait pas très bien, ou voir. Voilà. Mais justement, il y a le savoir-faire, vous l'avez entendu tout à l'heure. Le savoir-faire. Eh bien, voici, combien? 7 2, 4, 6, 7 personnes. Ouf, je sais compter quand même. Qui vont nous faire part de leur expérience de terrain. Gentiment. Leur dire leurs questions, leurs ratés, les difficultés. On a tous besoin de ça en cours de route, hein, c'est sûr. Alors pour animer cette table ronde, tout d'abord, je me réjouis d'être accompagnée de François, Olivier, j'ai le plaisir de présider l'espace éthique du GHT du Tarn-et-Garonne, des différents hôpitaux du Tarn-et-Garonne depuis une dizaine d'années. Merci Catherine, je suis très heureux d'animer cette table ronde avec toi. Rien que cette voix et ce profil apaise mes angoisses. Il est psychiatre. Je suis là. Je vous laisse vous présenter brièvement parce qu'après vous parlerez plus ou moins longuement. À vous la parole. Aurélie. Alors, Aurélie, donc moi je suis Aurélie Salido, je suis psychologue clinicienne à l'hôpital général à Auch, où j'exerce dans le champ de la cancérologie, et je suis donc présidente de l'actuel espace de réflexion éthique du Gers, qui est associatif et qui est départemental, et c'est sa spécificité dont on pourra parler. On devine une expérience de réseau, de territoire. Jean-François. Bonjour Jean-François Haro, chef de service à l'UDAF du Tarn-et-Garonne sur le pôle de mandat judiciaire, exerçant des mesures de protection juridique des majeurs. Voilà, je participe à un espace de réflexion éthique que nous avons constitué sur le territoire du Tarn-et-Garonne. Encore une expérience de territoire, de réseau. Bonjour. Caroline. Alors moi, je m'appelle Caroline Fèvre-Carrère. Je suis médecin à l'hôpital de Saint-Gaudens, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Et j'ai récemment une petite expérience sur la création d'un groupe de réflexion éthique que maintenant on essaie de faire vivre. Et je pourrais vous apporter mon expérience sur la création d'un groupe dans un centre hospitalier régional. Merci Caroline. Bonjour à tous, bonjour Montpellier. Donc, je suis Luc-Antoine Maire, je suis directeur d'hôpital, directeur adjoint au centre hospitalier Limoux-Quillan dans l'Aude, qui est un hôpital de proximité que j'ai rejoint le 1er juillet 2024. Et j'ai eu à la fois la surprise et le bonheur de découvrir qu'en son sein fonctionnait une structure locale de réflexion éthique. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis, dans mes fonctions, je travaille en étroite coordination avec le docteur Dominique Blé, qui est président de cette structure d'éthique. Et pour vous dire aussi, puisque c'est dans l'actualité, la prochaine séance de cette structure locale de réflexion éthique aura lieu le 12 juin. Et elle est consacrée à l'importance du temps dans les soins et pour les soignants. Voilà, différents regards professionnels et différents points sur ce grand territoire d'Occitanie, sur la cartographie que vous avez sur le site de l'Air Occitanie, où on peut les situer. Bonjour à tous, donc je suis Lorraine Renaudin, je suis responsable d'un service d'accompagnement à la vie sociale dans une association qui regroupe plusieurs établissements médico-sociaux, un ESAT, une MAS, un FAM, un foyer de vie, et donc le SAVS. Mon expérience, nous, on est en cours de création de cette instance, dont je suis référente avec une autre de mes collègues. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et d'un point de vue, du coup, plus médico-social, je pense que ça peut être aussi intéressant. Très bien. Les pionniers. Merci. Donc, je suis ce Dominique Blé dont Monsieur Maire parlait.
Et donc, j'ai eu la chance qu'on me demande de piloter le comité d'éthique de Limoux. Je suis médecin retraité algologue et avant la retraite, j'ai piloté le comité d'éthique du centre hospitalier en prenant la suite de Christian Tanier qu'il avait fondé. Nous avons la chance dans le Carcassonnais d'avoir plusieurs comités d'éthique, donc c'est les deux hôpitaux, centre hospitalier de Limoux et celui de Carcassonne, mais aussi la clinique Montréal et également la clinique du Sud et 2 EHPAD qui sont en préparation. Merci Dominique. Fanny. Oui, bonjour. Fanny Montant, chargée de mission pour France Asso Santé Occitanie. Donc nous sommes l'Union régionale des associations agréées du système de santé et je n'anime pas de comité d'éthique, mais j'anime les représentants des usagers ou bénévoles qui peuvent ou qui participent déjà dans les comités. Donc à E7, ils expriment déjà très bien la pluriprofessionnalité, point important pour démarrer dans la création d'une structure d'établissement. Et au centre, la direction qui impressionne pour démarrer souvent. Non, pas ce directeur. Alors, il va vous dire, il est clair, très motivé, très impliqué. Alors, on va peut-être aborder les différents points dans l'ordre où c'est présenté. On commence déjà, pour ça peut-être certains sont intéressés, pour savoir comment se constitue une structure, voilà. etc. Donc on a des gens qui sont en construction peut-être. Voilà, créés. Vous pouvez nous en dire un mot, puisque je crois que c'est vous qui êtes les plus jeunes dans la constitution ou dans la tentative. Alors dites-nous un peu comment ça se passe et les embûches. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous allez inciter les gens ou pas? À quoi êtes-vous confrontés dans cette constitution, cette structure-là? Alors, nous, on en est vraiment au début, aux prémices. Là où c'est compliqué, c'était de se dire qui c'est qu'on alliait, qui c'est qu'on voulait qu'il soit présent sur cette instance qu'on allait créer. Donc, ça a été déjà se poser la question, qui sont nos parties prenantes et ensuite, quels sont leurs besoins. Donc, nous, on a fait le choix sur notre structure, au niveau de nos parties prenantes, d'avoir des professionnels, la direction, les personnes accompagnées. Donc nous, sur nos structures, c'est des personnes en situation de handicap. Donc on souhaite qu'ils participent à ces instances et qu'ils soient membres à part entière. On a aussi, du coup, les proches aidants et le conseil d'administration. La complexité, du coup, c'est comment, au niveau des personnes qu'on accompagne, on va aller les chercher, les informer, les sensibiliser à qu'est-ce que c'est que l'éthique. Donc pour cela, on a fait tout un travail avec une équipe qu'on a sur nos services qui font du facile à lire et à comprendre, donc du FALC, pour qu'on puisse les informer directement, les sensibiliser et qu'on puisse avoir le même langage commun au bout. Donc on en est ici avec les personnes qu'on accompagne. Après, je voulais juste souligner peut-être au niveau du contexte et aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pour les établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, c'est une demande, c'est un attendu de l'évaluation de l'HAS. Et donc, au niveau des établissements médico-sociaux, on va de plus en plus rejoindre du coup ces groupes éthiques. Merci beaucoup. Fanny Montant va aller dans ce sens. Pourquoi les usagers? Alors, pourquoi les usagers? Il faut dire que les représentants des usagers, du coup, ils sont inscrits dans la loi, ils ont un mandat qui est donné par l'ARS et c'est inscrit dans le Code de santé publique qu'il faut avoir des représentants des usagers dans les commissions des usagers. Donc il y a quand même une légitimité de ces personnes-là à être dans les établissements et donner leur voix pour améliorer les prises en charge, pour donner un avis différent des professionnels de santé sur la qualité de prise en charge et qualité tout simplement d'accueil aussi. Donc c'est vrai que dans les comités locaux, il n'y a pas d'obligation légale à ce qu'ils soient dedans. Mais par contre, c'est vrai que, et notamment le Covid et tous les questionnements éthiques que ça a posé, ça a vraiment montré une plus-value à ce qu'ils y soient. Et c'est vrai que pour les retours d'expérience que j'ai des RU qui y sont, c'est une vraie richesse pour eux d'y être. Sans un dilemme, ils sont bien utiles. Un dilemme éthique, un choix. C'est ça. Voilà, vous documenterez sûrement dans la salle.
Voilà pour la création et la composition déjà avec les représentants des usagers. Juste une question, est-ce que vous avez des quotas? Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, je vois, c'était très compliqué chez nous pour savoir est-ce qu'on met tant de personnes de ceci, de la direction, tant de personnes des professionnels, il faut des médecins, pas des médecins. Comment vous faites? C'est un appel à candidature? Qui c'est qui décide in fine? Qui c'est qui rentre dans cette structure? Alors, je vais prendre la parole, après je passerai le micro. Pour le coup, nous, on a fait des quotas en se disant qu'on voulait vraiment cibler toutes les structures. Donc, comme je vous ai dit, on a plusieurs établissements médico-sociaux. Donc, c'était pouvoir viser combien de professionnels on voulait sur chaque établissement, combien de personnes accompagnées on voulait, combien de représentants au niveau des familles. Donc on a été obligé à un moment donné de se fixer des quotas et donc nous sur les membres vraiment actifs qui après participent au plan d'action, etc., on a fait le choix de monter à 12. Je ne sais pas si c'est C'est un choix. Votre expérience? Nous, on est dans un autre contexte, puisqu'initialement, c'était un souhait des professionnels de l'établissement. Ça n'a pas du tout été une demande de la direction. Donc, la première chose, ça a été donc c'était quelques volontaires. On a essayé d'être pluriprofessionnel et on a également un représentant des usagers, on a une diététicienne, un médecin, des infirmières, une assistante sociale. Enfin, c'est assez varié. Et on n'avait pas du tout une demande de la direction. Donc pour nous, la première chose, ça a été de rendre officiel ce groupe pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il ait une reconnaissance. Parce qu'auparavant, il y avait des réunions d'éthique qui existaient dans l'établissement, qui étaient liées à une seule personne. Et en fait, quand cette personne a quitté l'établissement, ça a disparu. Donc ça a été la première chose. C'est pour ça que le premier temps, ça a été de rendre officiel ce groupe. La composition a été signée par le directeur de l'établissement et c'est une sous-commission de la commission de la CME. Il y a un renouvellement des appels à candidature réguliers? Alors, chez nous, il n'y a pas de quota et le problème, en fait, c'est d'enrôler des volontaires. Ce n'est pas du tout de limiter. On a plutôt moins de personnes qui participent que ce qu'on voudrait. Et la problématique, c'est de maintenir l'envie. Donc vous êtes force de recrutement et de voilà. cooptation. Nous, on demande, est-ce que vous voulez nous rejoindre? D'accord. Jean-François, peut-être de ton côté, sur l'UDAF? Alors, en ce qui nous concerne, tout est parti au départ du projet institutionnel, puisque l'idée de la direction générale est de faire de l'éthique une préoccupation décisionnelle de la mise en œuvre de la politique qui nous incombait. Et s'est posé à un moment donné l'intentionnalité de la coopération. Donc, pour éviter de s'engager dans un entre-soi, puisque c'est quelque chose qu'on avait expérimenté, c'est-à-dire en interne même à l'UDAF, on a souhaité ouvrir ça à l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit le social, le médico-social ou le sanitaire. L'idée, c'était d'aller dans le sens des politiques publiques du décloisonnement, ce qui ne se faisait pas forcément, puisqu'il y avait souvent des projets en parallèle. Donc, du coup, on a créé avec la motivation un certain nombre d'acteurs du territoire, certains sont présents ici, et des gens motivés, ainsi que des personnes accompagnées. Donc, cet espace de réflexion éthique interinstitutionnelle, l'idée, c'était surtout d'essayer de mettre en dialogue à la fois le savoir professionnel, et à la fois le savoir expérientiel. J'en oublie pas non plus le savoir académique. Et concernant la question de la participation, ce qui était important, c'est de s'appuyer aussi sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées en ce qui nous concerne, avec notamment l'article, je ne vais pas aller dans le détail, mais l'article 12, l'article 14 et l'article 19 sur l'autonomie aussi de vie, qui pour nous étaient des éléments fondamentaux à prendre en considération pour mettre en place ces outils. Comment les gens rentrent dans Donc, votre... comment les gens rentrent? Aujourd'hui, les gens rentrent parce qu'on a essayé de faire une communication autour de l'outil. Alors, comme le disait ma collègue, aujourd'hui, il y a une obligation qui est imposée effectivement par l'évaluation. Donc, certaines structures, avant même des fois de mettre en œuvre
leur propre espace de réflexion éthique, se disent autant partager avec quelque chose qui existe. Et donc, on a tout à y gagner, nous, à notre niveau aussi, puisque l'idée, c'est de partager aussi les points de vue et les cultures un petit peu différentes. Et concernant les majeurs protégés, c'est vrai que c'était des personnes qui participaient notamment à la commission d'espace pour les personnes accompagnées dans notre structure, à qui on a proposé effectivement cette participation. Donc c'est ce qu'on disait Catherine, une histoire de réseau sur un territoire. Tout à C'est fait, ça ? effectivement. Même chose sur le Gers, vous fonctionnez sur le même modèle, un réseau départemental ? Alors nous, on s'est constitué en association depuis 2016. Au départ, c'était né en fait d'une initiative de 2 personnes. D'une part du réseau Arpège, le réseau de santé, et d'autre part d'un directeur adjoint de l'hôpital qui avait, dans ses études, approché cette question qui lui parlait. Et lui, il avait déjà l'idée de faire sortir ça de l'hôpital. Donc les premières réunions avaient lieu au conseil départemental. Donc on n'était ni au réseau, ni à l'hôpital. Et en fait, on a gardé ce fonctionnement d'être astructurel, c'est-à-dire de ne pas être relié à une institution qui donne une liberté, qui permet... pour le coup, que ce soit très ouvert. Alors nous, on a des gens qui sont des simples citoyens, on a des retraités, on a des représentants du culte, on a des philosophes. En tout cas, on a vraiment une pluralité qui ne se retrouve pas forcément au sein des établissements et qu'on ne peut pas retrouver au sein des établissements facilement. Mais là encore, la question du quota, on se rappelle qu'on s'était posé la question parce que c'est souvent les mêmes professionnels à qui ça parle et d'autres qui ne se sentent pas autorisés. Donc en fait, il y a vraiment aussi la question de pouvoir se dire que l'éthique, c'est de l'éthique pour tous et que finalement, il n'y a pas une parole qui prévaut et qu'on puisse ouvrir ça. Et ce fonctionnement, il fait qu'on a des personnes qui ont elles-mêmes intégré ou qui participent déjà à un comité dans leur établissement de travail, et puis d'autres qui n'appartiennent à aucune structure et qui nous ont rejoints. Donc on a aussi voilà, des multiplicités de retours, d'expériences, de fonctionnement. Dont les gens viennent toquer à la porte en disant on aimerait venir, c'est comme ça ? Oui, alors au tout départ, on a un peu coopté, c'est-à-dire qu'on a été un peu chercher des gens, y compris en disant on n'a plus de juriste, on avait une avocate qui est partie, est-ce que quelqu'un veut bien revenir ? Donc on fait réseau. Et puis on a conventionné avec le DAC 32 depuis octobre 2023. Et en fait, on a organisé une grande soirée de recensement des besoins du territoire. Et alors là, du coup, on a eu vraiment un côté explosif en termes de communication. C'est-à-dire que la plupart des gens disaient, mais en fait, on ne savait même pas que ça existait. Et ça a finalement fait que les gens sont venus justement à nous. Et puis, on organise, alors ça, c'est depuis 2016, on organise des soirées débats ou aussi des soirées ciné. Et les soirées ciné, elles passent dans le programme. Donc tout simplement, je dirais que là, toutes les personnes qui reçoivent le programme de Ciné 32 sont informées et sont les bienvenues. Donc en fait, il y a ce côté vraiment très ouvert. Alors vous avez ouvert un sujet extrêmement intéressant, qui est savoir est-ce qu'il faut être indépendant d'une structure. Enfin, c'est la question de la gouvernance. Alors comment ça se structure ? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu dans vos établissements la place de la direction ? Alors, monsieur le directeur, peut-être, alors vous êtes directeur, est-ce que ça doit être autonome, indépendant ? Est-ce que ça doit être financé, pas financé ? Comment ça se dirige tout ça ? Alors là, on aborde un peu une question qui me paraît à la fois importante, même essentielle, qui est la valorisation qu'on accorde à l'éthique et à la réflexion éthique. Et j'ai bien repéré, madame, dans vos propos, vous avez dit, oui, c'était un directeur adjoint qui en avait entendu parler, qui était intéressé par le truc. Eh bien, je crois que quand on essaie de repérer les ingrédients qui font qu'une structure locale marche, fonctionne et s'inscrit dans la durée, c'est, à mon avis, le premier ingrédient qui est essentiel. C'est l'engagement et l'implication de la direction, de l'établissement, dans la réflexion éthique. Parce que parfois, l'engagement de la direction, il se limite à très bien, votre truc est très intéressant, allez-y, faites. Et on est un peu dans le cause toujours, tu m'intéresses, mais ma participation sera limitée à la validation, en fait. Mais quand la direction de l'établissement s'implique, s'incarne directement, au point que le chef d'établissement, dans son agenda, programme qui prendra le temps d'assister à la séance, à la délibération, et qu'il va intervenir parmi les participants, et non pas avec, mais parmi,
dans une posture horizontale, humble, eh bien, la valeur symbolique devient très forte. Et elle va avoir cet effet d'entraînement, parfois qu'on cherche quand on essaie de lancer la structure et de faire en sorte que les gens s'y intéressent. Et puis, beaucoup l'ont dit ici depuis ce matin, et moi je les rejoins, je crois beaucoup à la théorie du besoin. Et que si on veut que les gens s'engagent, il faut repérer les attentes, parce que je crois qu'elles augmentent. Je crois qu'elles se font de plus en plus pressantes, que les sujets sont de plus en plus nombreux. Et si on repère ces attentes, on va proposer quelque chose que les gens attendent. Et je crois que dans notre société, aujourd'hui, ce qui manque, et je crois que c'est aussi un élément d'attrait de la réflexion éthique, c'est que nous avons besoin de davantage de délibération et moins de verticalité. Ok, bon, on attend bien. On a le médecin de votre... Alors peut-être on laisse M. Blé, après vous reprenez la parole. On a le directeur et on a la personne qui s'occupe. Alors comment on fait marcher tout ça? On a une direction à côté. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Est-ce qu'on est très autonome? Peut-être moi aussi, je vous y répondrai tous, mais on le sait, les accréditations, les certifications, il y a une espèce un peu d'injonction et se pose toujours l'inquiétude de cet espace éthique un peu alibi qui est là, mais qui est un peu factice. Comment vous avez résolu ça? Effectivement, ça fait partie des deux risques, des deux embûches que je voudrais signaler. C'est une promotion du comité d'éthique en tant que faire-valoir. Bon, ce n'est vraiment pas le cas. Et pour répondre à votre question, comment ça se passe? Pour nous, ça se passe bien. Mais effectivement, c'est un risque. L'autre risque, c'est celui de la pérennisation. La pérennisation, pour trouver des sujets de formation, tout ça, avec la présence très aidante de l'espace régional, ça n'est pas un problème. Il faut savoir se faire aider par l'espace régional. Ça me donne l'occasion de vous remercier parce que franchement, depuis une bonne dizaine d'années que je m'en occupe, je vous avoue, vous avez été une aide précieuse et que ça a permis de bien faire tourner nos comités. Là, en revanche, la pérennisation, et là je vous signale une embûche dans laquelle je suis tombé, je le confesse, c'est que j'ai pris la succession de Christian Tanier avec lequel ça tournait bien parce que, je dirais, on n'avait pas épuisé encore tous les sujets de formation, information. Et puis, peut-être qu'en dehors de la séance annuelle avec les étudiants qui amenaient les problèmes qu'ils repéraient, qui étaient des séances absolument extraordinaires, il faut faire venir les élèves de l'IFSI, c'est passionnant quand ils interviennent, ils osent, je dirais qu'ils osent. Voilà. Et on ne faisait peut-être pas assez de temps de réflexion sur la pratique. Peut-être, je dirais, une généralisation, une ouverture de saisine. Et donc, puis après, il y a le Covid qui est arrivé et je suis parti à la retraite. C'est pour ça qu'avec le comité l'espace de Limoux, nous sommes partis sur une autre manière de fonctionner. Nous sommes revenus aux besoins momentanés. Qu'est-ce qui, en ce moment, pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? Et le temps, eh bien, manifestement, a été repéré par l'encadrement de plusieurs établissements, puisque l'hôpital de Limoux, c'est aussi Quillan, c'est aussi plusieurs EHPAD. Quelles sont les difficultés? Et donc, il y a eu un questionnaire qui a été diffusé dans tous ces établissements, et c'est à partir des réponses que nous avons choisi ce thème. Voilà. Donc, retour aux besoins locaux me paraît un facteur de pérennisation. Voilà. Et je reviendrai sur d'autres choses. Il y a un terme qu'on entend beaucoup dans les 3 dernières interventions, là. C'est un terme important, c'est l'ouverture. L'ouverture aux autres professionnels, quels qu'ils soient, au sein de cette structure d'établissement. Mais l'ouverture aussi à d'autres qu'on ne voyait pas comme autres professionnels sur le terrain. OK, le management, la direction, mais aussi l'ouverture aux autres structures, comme les structures régionales d'éthique, mais aussi les instances régionales de gestion, pour dire rapidement, du sanitaire et du médico-social. Donc, toutes ces réflexions sont ouvertes. Et d'ailleurs, vous vous appelez pour la plupart des espaces et non pas des comités.
hein, car vous vous mettez à l'abri de cette posture de sachant qui va rendre des avis. Certes, vous donnez des avis, hein, mais vous vous positionnez comme acteur de la diffusion de la réflexion éthique, du questionnement éthique au sein de votre établissement. Voilà, donc c'est déjà un exemple à donner et un message qui est lisible de l'extérieur. Et pour qu'il soit encore plus lisible, vous publiez aussi. Il y a des publications au sein du réseau. Vous signalez qu'il va y avoir un cinéma. Vous signalez autre chose dans le réseau UDAF. Vous rédigez des comptes rendus de réunions plus ou moins décontractés avec ou pour et par la direction, le management. Question, est-ce que c'est difficile? Oui, mais avec des usagers qui vont partager une confidentialité. Est-ce que ça gêne certains? Est-ce que ça peut gêner? Qui a été gêné par cela? Et qu'est-ce que vous en pensez? Pas ceux qui sont là en ayant bien absorbé la mission de démocratie en santé avec la présence des usagers et des familles. Hein, c'est clair pour vous. Mais pour d'autres, pour les professionnels de terrain, dans leur relation de soins, c'est peut-être difficile. Caroline? Oui, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'écrire des comptes rendus. On n'a pas de trame. On fait un peu... Enfin, pour échanger, discuter, on a beaucoup d'idées. Mais après, pour le coucher sur le papier et que ce soit ensuite diffusé dans tout l'établissement, c'est compliqué. On a en fait un problème de légitimité. En fait, on ne sait pas si vraiment on a ce droit. Enfin, oui, on n'arrive pas à s'autoriser de diffuser ce qu'on a dit pendant nos réunions. Et ça reste un peu compliqué. Après, on a aussi par quels moyens diffuser ce qu'on a produit. Parce que dans les établissements, alors pour nous, tout passe par une plateforme qui s'appelle Intracal. Je ne sais pas dans les autres établissements. Donc, à qui ça s'adresse, comment on grade, comment on valide cette production écrite. Donc pour nous, on en est à ce stade-là où c'est compliqué. Sur la pratique, je voulais rajouter tout à l'heure que c'est peut-être moins important, mais il y a quand même une problématique de moyens. En fait, il faut donner au personnel des établissements le moyen d'assister aux réunions. Nous, on a demandé à ce que ça fasse partie du temps de travail. Et je me demandais aussi quels moyens il y avait financiers. Comment, enfin, on va à une réunion, mais qui rémunère la personne pour aller... Tout ne peut pas être du bénévolat. Et il faut aussi pouvoir libérer les gens à une période où dans les établissements de santé, personne n'a le temps, les gens sont rappelés pour aller sur un autre poste. Donc tout ça, je trouvais que c'était très important pour la survie de ces groupes de réflexion éthique. Du temps et des lieux. Peut-être Monsieur le maire va encore répondre. Alors on revient effectivement à la thématique du temps. En fait, ce qu'on cherche beaucoup aujourd'hui dans notre société, c'est du temps et du sens. Du sens, on en manque, et du temps, on en manque aussi. Alors là, je pense que ça touche encore à la valorisation de ce qu'on donne à la réflexion éthique. Je crois qu'il y a une valeur que j'appellerais procédurale. C'est en gros comment ça marche, comment ça fonctionne, qui s'occupe des invitations, de réserver une salle, les moyens appropriés pour le déroulement de la séance. Alors ça évidemment, ça coûte. Alors on peut le gérer par l'intermédiaire d'un budget qui serait alloué à l'espace de réflexion éthique. À Limoux-Quillan, c'est l'établissement qui consent à ses dépenses, à ses charges pour assurer le fonctionnement de la réflexion éthique. Tout de suite vient la question qui me paraît importante aussi, qui fait partie de l'entraînement, qui est la régularité des séances. Hein, s'il y a une séance le jour où il pleut ou il neige, il ne faut pas s'étonner que les participants se distendent de la pratique. Et puis, il y a une valorisation qui est symbolique, mais qui, à mon avis, est la plus signifiante pour les participants. C'est de dire, quand on participe à une séance de réflexion éthique, on bosse. C'est du travail. Et pourquoi? Parce que l'éthique, c'est consubstantiel de la notion même de santé et de soins. Et je me faisais la réflexion
en chemin pour venir ici, pour faire une analogie avec l'enseignement du second degré. On parle souvent sur la maquette des élèves des disciplines principales et des matières optionnelles. Et je me disais que peut-être dans 20, 30, 40 ans, on nous traitera de barbares. Nous qui faisons aujourd'hui de la réflexion éthique une matière optionnelle, alors que c'est une discipline centrale. Voilà, donc valorisation symbolique, oui, c'est du travail. Et je pense que un directeur qui, et je rejoins un peu le propos de Jacques Bringuier ce matin, un directeur qui est convaincu de l'utilité de la réflexion éthique et de l'éthique dans son établissement, c'est la première décision qu'il doit prendre. Merci. On va peut-être repasser, merci pour ces précisions, sur votre fonctionnement finalement dans vos différents espaces. Comment vous faites vivre ça finalement? D'abord, est-ce que vous recevez des saisines de cas? Est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous finalement vous les publiez? Est-ce que vous faites des cas cliniques? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu très rapidement comment fonctionnent vos espaces? On commence par vous. Pour l'espace de réflexion, bien, hein. pour l'espace de réflexion éthique du GERS, en effet, plusieurs fonctionnements. Alors, dans la charte qu'on a établie, le règlement intérieur qui quand même structure là aussi, je reviens un tout petit peu à la structuration, mais avoir un règlement intérieur, des statuts pour notre cas, puisque c'est une association, a permis aussi de poser des règles, de fonder les choses. En termes de fonctionnement, comme c'est une association, on demande une cotisation qui nous permet d'avoir une petite indépendance financière et c'est quand même un atout. En dehors du partenariat qu'on peut avoir avec le DAC ou du soutien de l'EREOC, puisqu'en effet, quand on demande de l'aide, ils viennent gracieusement nous voir ou nous soutenir. Pour ce qui est des fonctionnements, dans cette charte et dans ce règlement intérieur, on a établi un nombre de séances par an. On essaye vraiment de s'y tenir, de fixer les séances à l'avance, donc avec un calendrier d'engagement, on va dire, de la même manière qu'on demande à nos membres de s'engager et s'ils ne peuvent pas s'excuser. C'est un motif potentiellement d'exclusion du groupe si on a plus de gens qui ne se manifestent pas que ceux qui se manifestent. C'est-à-dire qu'on demande à avoir un groupe homogène et aussi un fonctionnement qui fasse qu'on est dans un lien de confiance. Et pour être dans un lien de confiance, on ne peut pas avoir des comptes rendus qui sont diffusés à des gens qu'on ne voit jamais. Donc ça, c'est un propos qu'on a discuté au préalable. Donc il y a un nombre de séances. On essaye d'organiser des soirées qui sont quand même mobilisatrices. Ça nous demande de l'énergie, mais en même temps, ça nous fédère. Et ça redonne un peu d'entrain. Je vous dirais que quand on voit qu'on a 250 inscrits au ciné, on s'est fait piéger une fois, donc maintenant on fait sur inscription parce que la salle n'avait pas été réservée suffisamment grande au départ. Donc on voit qu'on a des actions qui ont de la portée. Ça donne vraiment aussi quelque chose qui nous soutient, qui nous aide. On a des interventions aussi. Alors on a déjà travaillé avec des lycées. On a travaillé avec le centre de formation, en effet, des personnels de la santé. On a ces partenariats qui nous mobilisent et qui nous font du bien. Et puis, voilà, l'organisation de soirées. On a eu le CIAS où il y avait une commande par rapport au domicile, aux intervenants du domicile. Une soirée très, très riche. On s'est reposé la question, pas plus tard que lundi, puisqu'on avait une réunion lundi, sur le fait de rendre pérenne ne serait-ce que ces soirées à thème, parce qu'on s'est rendu compte que les auxiliaires de vie, quand on leur donne la parole, ils nous disent « mais en fait, on ne nous écoute jamais et vous nous donnez la parole, on ne vous connaît même pas ». Et c'était assez précieux de se dire qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre dans leur structure, mais finalement, nous, on touche et leur structure et leur directeur, même si on les bouscule, parce qu'on dit des choses qui ne leur plaisent pas toujours, sur la nécessité de travailler à plusieurs, la nécessité que se parler, c'est aussi du temps de travail, que se soutenir, c'est précieux pour pouvoir garantir que les gens continuent à travailler, qu'il n'y ait pas d'absentéisme, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de maltraitance. Et donc, toutes ces choses-là et tout ce soutien-là, il est extrêmement précieux. Et finalement, on a les directeurs qui reviennent vers nous, les directeurs de CIS, j'entends, et qui nous disent « bon, ok, vous avez mis un pavé dans la mare, maintenant, comment on fait? Aidez-nous, on va faire quelque chose. » Et donc, en fait, on a ces modalités de travail qui sont plurielles. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Après, nous, notre groupe, il existe quand même depuis 2012. Donc, on a un petit peu de recul et peut-être qu'il y a toutes ces choses-là qui se sont faites au fur et à mesure. C'est une réunion ou une soirée tous les... On en fait entre 4 et 5 par an. Généralement, ça fait une tous les 2 mois quand on exclut l'été. C'est à peu près ce rythme-là. Merci. Vous passez le micro, Jean-François. Alors, rapidement, chez nous, aujourd'hui, au niveau de la saisine, c'est chaque professionnel qui propose une situation
donc situation clinique, avec en termes de moyens la possibilité de se rendre dans les différentes structures de la personne qui propose la situation. En termes de fréquence, on essaye d'être sur une fréquence trimestrielle d'une fois, donc 4 fois par an à peu près, sauf si effectivement ça nécessite davantage une rencontre supplémentaire, ça on peut toujours effectivement l'organiser. Ensuite, on a monté un petit peu les choses à l'envers, nous, puisqu'on a voulu d'abord s'expérimenter à la question avant de mettre en place une charte. Donc aujourd'hui, même si on avait tous un petit peu des idées concernant la question de la confidentialité et de la transmission des informations, aujourd'hui, on est sur cette étape-là, puisque aujourd'hui, on a une régularité effectivement dans les professionnels qui se présentent régulièrement à cette instance-là. Et ensuite, on a mis en place aussi une méthodologie avec une présentation pendant à peu près 3/4 d'heure de la situation, avec un questionnement des différents acteurs pour un petit peu éclairer la situation. Et après, on fait un tour de table. Alors, il y en a qui trouveront ça peut-être très strict, mais en tout cas, un tour de table où la personne qui évoque une proposition de scénario avec avantages, inconvénients, n'est pas coupée dans sa proposition de scénario. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ce tour de table, on en dégage une recommandation. Et depuis maintenant décembre 2023, on fait une diffusion effectivement de cette recommandation, ce qui ne se faisait pas au départ. Merci. Comminges Pyrénées. Pardon. Alors Catherine. nous, on commence la 3e année de vie de notre groupe de réflexion. Donc on se réunit tous les 2e jeudis du mois entre midi et 2. Alors on avait ce rythme-là au début parce qu'on a beaucoup travaillé sur la charte, l'organisation, comment on allait faire, comment on allait s'y prendre. Et puis on a gardé ce rythme-là qui peut-être sera modifié. Pour communiquer entre nous, en fait, on a un groupe WhatsApp où on ne diffuse pas du tout de renseignements médicaux. C'est juste dans quel jour on se réunit, à quelle heure et dans quelle salle. Et en fait, vont à la réunion ceux qui peuvent. Et il y a toujours, alors parfois, on est 12 dans le groupe. Parfois, on se retrouve à 4 et parfois, on est au complet. Mais ça permet de maintenir le lien. Et pour ce qui est des saisines, alors on est assez peu saisis. On a eu 3 saisines en 2 ans et demi. Et on s'auto-saisit, en fait. On discute, puisqu'on est quand même très pluriprofessionnel. Il y en a toujours un qui a rencontré une problématique ou on lui a rapporté une problématique. Et voilà. Merci. Catherine, tu voulais rajouter? Oui, on va passer peut-être sur le médico-social. Comment vous avez prévu combien de fois? Quel rythme? Alors nous, on est peut-être un petit peu moins gourmands, mais parce que voilà, on va recommencer. Donc nous, on a prévu de faire juste 2 fois dans l'année, avec le regroupement quand même des membres tous les 2 mois pour pouvoir mettre en place tout ça. De la manière dont on va nous solliciter. Donc nous, on veut faire passer un questionnaire à l'ensemble des professionnels du coup sur tous les établissements, à l'ensemble du coup toutes les parties prenantes en fait. Donc c'est les professionnels, mais aussi du coup les personnes qu'on accompagne, notre direction, les familles. Et du coup, on est parti sur 2 dans l'année, en se disant que comme on laisse aussi l'option des saisines exceptionnelles, aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle va être la demande. Donc sur la première année, en tout cas, on préfère être assez vigilant là-dessus. Merci, Monsieur Blé. Peut-être sur à Limoux. Oui, alors plusieurs modalités. Donc, à Carcassonne, on faisait 1 fois par mois, ce qui, à mon avis, était un peu trop fréquent dans le cadre de cet espace éthique. Mais la clinique Montréal le fait 4 fois par an. Je me tourne dans la salle puisque le président est là. Je crois qu'on fait à peu près 4 fois par an. La CPTS, on a décidé qu'on le faisait 3-4 fois par an. Et Limoux, c'est 3-4 fois par an également, ce qui me semble être un bon rythme. Merci. Oui, pardon, juste une petite indication, peut-être pour lever quelques craintes au sujet de la composition. Si vous avez des représentants des usagers qui sont dans vos comités, ils sont bien entendu, de par leur mandat, soumis au secret professionnel. Donc voilà, c'était simplement pour... je me doute bien que vous vous en doutiez, mais en tout cas, voilà, c'est pour apaiser les craintes si jamais. Alors, on a entendu plusieurs fois le terme de charte, magnifique et très impressionnant. Alors, charte, bon, c'est à eux, c'est eux, c'est un terme à eux. Engagement, c'est pour tout le monde, à titre individuel, collectif pour le groupe et pour l'établissement. L'engagement, c'est bien, donc allez-y sur
rédaction dans ce que vous appelez la charte. Dans une charte, on s'engage. Le mode rédactionnel, c'est je m'engage à, on s'engage à. Il me semble. Hein, d'accord. S'engager, et s'engager à respecter la confidentialité, et s'engager, ça détend et ça invite les autres. Et la publication de tout ça, pour bien informer et attirer ceux qui n'osaient pas encore venir, qui ne se sentaient pas concernés, ça fait marcher le système. Peut-être Dominique Blais veut parler des embûches, là. Oui, des embûches. Hein, il en a un peu parlé, et aussi peut-être rajouter sur la légitimité, parce que quelqu'un a parlé. Oui. Est-ce que venir Se finalement, sentir. c'est se sentir légitime sur les décisions, etc. La légitimité d'être dans un espace de réflexion éthique. Comment vous le vivez, ça? Alors, c'est une grosse question parce que je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment de réponse. Parce que des éthiciens en bonne et due forme, ça ne court pas les rues. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que de passer le diplôme forcément donne la légitimité. Ça, c'est mon opinion. Donc, concernant je dirais la charte, hein, ou l'engagement, je crois qu'il y a un point important, c'est qu'il y ait un temps de réflexion avant la création de ce groupe, de cette instance, où on peut évidemment s'appuyer sur l'existant, mais se l'approprier. Et c'est un peu ce que l'on a fait pour la CPTS. Ça a été long, on a longuement discuté, on l'a adapté, on l'a mis à notre sauce, et ça a été un moment créatif important. D'autant plus qu'il faut distinguer les deux fonctions d'un espace comité d'éthique. C'est la fonction formation-information, hein, comme ça a été dit ce matin, mais aussi la fonction de saisine, telle que vous l'évoquiez, dans des situations singulières où il y a une tension entre des valeurs et où il va falloir répondre, alors plus ou moins rapidement. Alors il y a les autosaisines où on a le temps, et puis il y a les hétérosaisines où il faut aller aider un collègue qui est dans l'embarras. Embarras sur le plan clinique, certes, mais aussi médico-légal, et certains de mes comptes rendus ont fini quand même sur le bureau d'un juge. Donc il faut aussi prévoir toutes ces modalités dans la rédaction de ce document d'engagement. Tout ça, ça me paraît important. Et le diable étant dans les détails, c'est quel est le délai, quelle est la liste des personnes qui vont participer, comment les contacter. C'est tous ces points de détail qu'il faut bien écrire de façon à pouvoir, je dirais, s'engager. Alors, est-ce qu'on garde du temps pour des questions, des réactions? Oui, je pense qu'il va falloir. Peut-être juste pour terminer, chacun très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi vous y êtes? Et en quoi ça peut donner envie aux gens qui nous écoutent, finalement, d'intégrer ces espaces-là? Alors, moi, à titre personnel, je n'y suis pas, mais pour nos représentants d'usagers qui y sont, c'est vraiment pour eux une manière d'être représentés et être écoutés. Et c'est vraiment très important pour eux. C'est la démocratie. Effectivement, c'est des échanges toujours riches. Alors, avec je dirais la pluralité, hein, de la composition de ces comités, ouverts philosophes, hommes de culte, on ne nous a pas cité, les étudiants, les représentants des usagers, bien évidemment, tout ça qui nous pousse dans notre activité de soins. Et je voudrais ajouter, par rapport à cette pluralité de paroles, hein, peut-être on met un temps d'exposé et un temps d'échange. Donc la personne passe à la phase active. Donc on est déjà dans la phase active en prenant la parole. Et j'ajouterais un petit quelque chose, c'est les jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est dommage, on n'a pas tellement le temps de les organiser. J'ai la chance d'en animer depuis une bonne dizaine d'années pour les bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. C'est d'une richesse extraordinaire. Et c'est vrai, ça serait une piste que l'on pourrait développer pour la formation à l'éthique. Merci. On passe rapidement parce qu'on voudrait laisser un peu de temps pour les questions. Finalement, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes dedans? Alors, pourquoi Pour l'argent. Pour l'argent. Alors, pourquoi je suis dedans? Bon, déjà, tout bêtement, hein, ce que j'ai dit de base, nous, au niveau du contexte, ça vient forcément peser sur les établissements médico-sociaux. Ça m'a été proposé par ma direction parce que je suis référente bien-traitance sur les établissements médico-sociaux de notre association. Donc du coup, j'ai pris ce rôle. Après, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'est-ce que j'y trouve, mais qu'est-ce que je veux y trouver. C'est vraiment que quel sens, oui, voilà. Enfin, moi, je veux que la parole elle soit vraiment libre et que chacun soit au même niveau.
J'insiste encore là sur les personnes qu'on accompagne, que la parole soit libre, qu'elle soit entendue et qu'elles puissent dire aussi leur vécu. Parce que très souvent, du coup, quand on est entre professionnels, on oublie un petit peu ce côté-là. Merci. Alors rapidement, moi, pourquoi j'y suis trois sources de motivation qui varient en fonction du jour et de l'heure. La première, c'est que ça me rassure. Ça me rassure parce que je trouve que l'intelligence collective permet de répondre aux problématiques d'aujourd'hui et que seul, sur certaines situations ou décisions, on ferait de grosses conneries. Le deuxième niveau, c'est l'envie de s'améliorer. Voilà, quand on s'intéresse à l'éthique, c'est aussi ça. On veut mieux faire, mieux agir. Et puis, dernier niveau, auquel je ne suis pas encore, hein, c'est rester dans la pertinence, chaque fois qu'on le peut, et de faire de l'éthique une boussole, parce que même dans les décisions administratives, c'est de se dire à un moment donné, problématique, on attend une décision, mais délibération. Merci. Il faut prendre d'autres avis. Merci beaucoup. Rapidement, Alors, on passe. moi, je partage tout ce qui a été dit, mais pour juste ces moments, tous les mois, 1h30 ensemble, c'est vraiment un moment suspendu de respiration et qui donne du sens à tout ce qu'on fait dans le mois qui suit. Merci beaucoup. Alors, vite fait aussi, pour moi, c'est créer du lien, créer du débat et du coup de la pensée. Et je me permets de vous citer une phrase de Montaigne que je trouve particulièrement adaptée. Il disait ça pour le voyage. Il disait que l'éthique, je dirais de l'éthique, pardon, c'est accepter de frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Merci. Limon, oui. Je ne sais pas ce qu'on peut ajouter à tout ce que mes collègues ont dit. Je crois que la collégialité, le fait de donner de la parole à tous et pour tous peut permettre d'être dans un hors-temps. Enfin, moi, je partage ce côté un peu suspendu. Et aussi, dans notre spécificité, c'est vraiment le fait qu'on ait des choses qui viennent d'ailleurs et que ça vienne un peu nous rafraîchir. Et donc, l'éthique rafraîchit aussi. Merci. En tout cas, on ne voit que des sourires. Ça fait du bien, apparemment. Hein. On peut laisser le temps pour quelques questions, peut-être, Michel ? Ici, tout le monde a Jacques, compris. donc, est-ce que vous avez des questions à poser à nos participants, que je remercie encore à cette table ronde? Alors. Ah, madame. Merci. Personnellement, en tant que représentante des usagers, moi, je serais plutôt en demande. France Asso Santé nous propose une journée de formation sur l'éthique en santé qui est très utile. Mais je me disais que peut-être un atelier, comme le professeur Lagarrigue parlait des différentes méthodes de formation et d'enseignement à l'éthique, peut-être qu'un atelier pour les RU serait très efficace et leur permettrait de participer mieux au comité d'éthique dans les établissements de santé. Bonjour Alexandra. Oui, je partage entièrement ton point de vue et on en a parlé pas plus tard que ce matin avec Julie, pardon pour l'entre-soi, mais on en a parlé ce matin et effectivement il y a quelque chose vraiment à créer au-delà de la formation que l'on propose. Il y a quelque chose à créer, une information ou des ateliers, voilà, mais il y a vraiment quelque chose à créer pour les bénévoles, enfin pour les membres de France Asso en effet. Merci. Autre question? Deuxième. Ça vient, ça vient. Bonjour, merci. Je préside une instance justement d'éthique sur mon établissement et nous, on est en train de se poser la question finalement de faire intervenir nos patients aussi dans cette instance-là, en plus des représentants des usagers et des autres équipes pluridisciplinaires. Et j'aurais souhaité savoir si vous aviez pensé aussi à les faire intervenir et comment ça s'organisait. Nous, on est une structure sanitaire.
un SMR et du coup, on est quand même conditionné par le fait que nos patients sont là pour 3-4 semaines, échangent régulièrement et on se pose beaucoup de questions sur comment leur laisser quand même une place dans cette instance. Merci. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que l'important, c'est d'ouvrir d'une manière générale à toutes les personnes qui ont quelque chose à dire. Donc les usagers ou les conjoints des usagers ou des proches des usagers sont parfois plus à même, d'ailleurs, puisqu'on a quand même beaucoup de patients âgés qui ne seraient pas, je dirais, à même de prendre la parole, mais qui peuvent être fort bien représentés par des proches, me semble-t-il. Quelqu'un veut intervenir là-dessus, éventuellement? Autre question? Alors, je ne dirais pas que ce soit un lieu où on vient pour dire des choses, mais on vient pour questionner des choses, me semble-t-il. Après, je crois profondément à la question de la régularité aussi de l'espace, puisque c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas acquis d'emblée. En tout cas, l'expérience qu'on en a eue, c'est celle-ci. Ça nécessite effectivement une appropriation aussi d'une méthodologie, d'une sémantique par moment aussi. Et je crois que ça se transmet aussi. Je crois que ce n'est pas acquis forcément et que la régularité fait aussi qu'à un moment donné, on s'approprie, on s'imprègne à un moment donné de ces espaces-là. Autre question? Deux dernières. Oui, Pierre-François Périgaud. Donc, moi, je préside le comité d'éthique du CHU de Montpellier. Juste, il y a une question que vous n'avez pas abordée et pour laquelle on est saisi de temps en temps. Hormis les saisines habituelles, c'est des situations de médiation. Quand il y a des conflits, notamment sur des décisions d'arrêt de soins entre les proches et les équipes. Et ça, c'est un enjeu parfois pour nous qui est assez important. On est amené à rencontrer les familles qui sont en grande difficulté, les équipes qui sont en grande difficulté. Je ne sais pas si vous avez aussi cette expérience au niveau de vos comités d'éthique. Oui, moi ça m'est arrivé sur l'hôpital de Montauban, effectivement, d'intervenir ponctuellement pour faire médiateur et surtout aider peut-être à structurer un peu la pensée et la réflexion de chacun pour que chacun puisse poser ce qu'il a à y poser et qu'à la fin on puisse décider ensemble. C'est la collégialité qu'il faut organiser dans ces cas-là souvent. Et c'est vrai qu'on joue souvent sur le médiateur pour faciliter la collégialité, je dirais. Nous, on ne décide pas, mais on aide la pensée et la réflexion à se diffuser. On peut profiter là de la collégialité, mais c'est une autre posture quand même, la médiation. Hein. Mais il y a à peu près les mêmes acteurs. Souvent, on trouve un président de CME qui est aussi à la médiation. Mais c'est une autre posture que la posture de réunion pour un regard pluridisciplinaire, pour un questionnement ou une démarche éthique. Sujet qu'on va aborder tout à l'heure d'ailleurs et qui piaffe en ce moment. Non ? Dernière question. Oui. Alors moi, j'aurais plus une question par rapport à la construction de cet espace. Merci pour toutes vos propositions. En tout cas, ça nous donne plein d'idées. Moi, je fais partie d'une association. On est en train de réfléchir à comment on va construire notre espace. Vous avez parlé, certains vous êtes appuyés sur le DAC, certains ont parlé de CPTS. Moi, ma question, c'est sur Montpellier. Quelle serait peut-être la structure qui peut nous soutenir dans notre construction ? On peut. Moi, je peux vous donner mon 07 si vous voulez. Donc, l'espace Occitanie, on peut vous solliciter. Voilà. Ouais. Là, vous savez que c'est écrit dans les petits cahiers de la HAS, ça, que les espaces de réflexion éthique sont là pour aider et pour accompagner. J'ai l'impression d'ailleurs que les établissements les lisent de plus en plus, ces référentiels, et se rendent compte que les espaces de réflexion éthique, ça existe, effectivement. Bon, est-ce qu'il y a éventuellement dans la salle ici à Toulouse une question avant de clore cette... Oui, une question à Montpellier. Où ? À Montpellier. Voilà. Oui, j'ai reconnu la voix. Voilà.
Mon cœur Olivier s'ouvre à Jonquet. ta voix, n'est-ce pas? Olivier Jonquet. Bon, non, c'est important. Bon, les structures, c'est important. Mais je pense qu'il faut aller une granulométrie différente. Il faut aller au niveau des services pour que les gens acquièrent ce désir. On parlait de motivation, etc. Il faut du désir. Et les staffs de service sont capitaux pour faire circuler la parole. L'expérience qu'on avait dans le service depuis 1990 à peu près, c'était deux staffs hebdomadaires dans le secteur de réanimation et un staff dans le secteur de post-réanimation. Donc ça faisait 3 staffs par semaine. Où l'aide-soignant, on a parlé des aides-soignants tout à l'heure, avait droit à la parole comme le chef de service, l'interne, le kiné. Et c'est ça qui fait naître l'envie aux gens de s'impliquer dans la réflexion. Parce que l'éthique, on l'a dit, c'est consubstantiel aux soins. Moi, j'ai connu à un moment l'hygiène. Dans les années 90, c'était les clins, etc. On plaquait l'hygiène sur le soin. Mais bon sang de bonsoir. L'hygiène, ça fait partie du soin. L'éthique, ça fait partie du soin. Et ça, je crois qu'il faut y insister. C'est au niveau des services qu'il faut que ça pénètre cette envie. Merci Olivier. Je crois qu'on va terminer et justement c'est une excellente conclusion et on va remercier l'ensemble des participants et animatrices et animateurs de cette table ronde. Merci beaucoup. Et donc on va appeler la deuxième table ronde, donc les deux animateurs, donc Patrick Calvar d'une part qui est chargé de mission à l'espace de réflexion éthique et Olivier Hamel qui est proche de l'espace de réflexion éthique et que je remercie d'avoir accepté. Et tu vas nous parler peut-être du master. Pourquoi pas? Alors, nous allons avoir la délicate mission de vous accompagner jusqu'au déjeuner. La table ronde s'installe. Vous voyez qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. À chaque extrémité, nous avons la charge d'animer. Et on va commencer peut-être juste maintenant que la structure est en place, que tous les participants à ces structures sont animés par l'enthousiasme de l'engagement pour parler d'éthique, travailler d'éthique. L'enthousiasme de l'engagement, un volet important. Eh bien, on va commencer par se présenter brièvement et après nous rentrerons dans le vif du sujet. Patrick. Surtout laisser se présenter nos interlocuteurs, ce qui est beaucoup plus important. La table ronde va être organisée autour de 3 thèmes sur le fonctionnement des structures éthiques. C'est quand, quoi, comment et pourquoi faire. Le quand, et on va le voir très rapidement, puisqu'il a été soulevé, la relation et la place de l'éthique dans beaucoup de discussions et de réunions, notamment dans les staffs médicaux, on va le voir. Donc il va falloir faire la part de la réflexion éthique et la part de la profession médicale ou de la profession de soignant au sens large. Comment on va instruire un dossier, comment on va débattre de ce dossier avec plein de choses qui ont déjà été dites, notamment l'égalité et le poids de chacune des paroles. Et puis le quand faire, ça va être comment on va diffuser. Et vous avez soulevé 2 problèmes qui sont bien différents dans la diffusion tout à l'heure, qui sont, le premier, c'est une réflexion éthique sur laquelle on s'est saisi dans un travail de groupe éthique qui va intéresser l'ensemble d'une communauté. Et puis, il va y avoir des saisines ou des auto-saisines dans des cas particuliers où il va y avoir des frottements, des frictions, et là où probablement la diffusion va pouvoir être différente. Alors, pour commencer, je pense qu'il faudrait régler le problème ou tenter de régler, l'approcher du comment. Et une question qui vient souvent quand on visite les structures, c'est éthique et qualité. Et après que nos participants se soient présentés, je pense qu'on commencera par traiter ce point crucial qui va mettre d'un côté la norme et de l'autre côté
la réflexion éthique avec ses piliers entre le droit et la morale, bien entendu, mais qui sont des piliers un peu externes. Donc je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par vous. Bonjour, moi c'est Émilie Pugeot, je suis qualiticienne et chargée de relations aux usagers au centre hospitalier de Bagnères de Bigorre. J'ai une expérience d'aide-soignante et j'ai aussi un DU d'hygiène hospitalière dans la poche et d'éthique. Et je suis membre du bureau du comité éthique interétablissement qui regroupe les établissements de Tarbes, Lourdes, Bagnères et Astug. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Jacques Morfoas, donc je suis médecin responsable de la structure régionale d'appui à la qualité en Occitanie. Bonjour à tous et merci. Donc, je suis Émilie Gilbert-Fontan, médecin de l'équipe de soins palliatifs du CHU Toulouse et je fais partie également du bureau du comité d'éthique hospitalier. Donc dans ces deux fonctions, où je suis amenée ou à animer ou à participer à des démarches décisionnelles éthiques, avec souvent des discussions qui fonctionnent très bien et parfois des difficultés, notamment, on va en parler, ou dans les temps de parole, ou dans la gestion des émotions, par exemple. Bonjour, je suis Sandrine Courby, je suis adjointe à la direction des soins du centre hospitalier de Lannemezan et vice-présidente de notre comité éthique local, voilà, comité éthique qui existe depuis 2011. Merci, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Duclos, je suis médecin réanimateur au CHU de Toulouse, coprésident du comité d'éthique du CHU et membre du comité d'éthique de l'IUCT Oncopole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Bettina Couder. Je suis responsable avec Guillaume Duclos et Nathalie Conilari du comité de réflexion éthique de l'IUCT Oncopole. Et donc, quand même, je vais dire un mot, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde, si tout le monde connaît Patrick, peut-être pas, Olivier Hamel. Donc, je suis enseignant en santé publique à la faculté de santé de Toulouse. Et puis, j'ai la chance, le bonheur de co-diriger avec Xavier Bioy, encore ici présent, et Flora Bastiani, que vous avez entendu ce matin, le master toulousain d'éthique du soin et de la recherche, dont je salue un nombre d'inscrits ici aujourd'hui. Et master que, bien sûr, tous les futurs membres d'un comité d'éthique, d'une structure d'éthique, devront faire. C'est un impératif majeur, peut-être pas quand même. Voilà, Patrick, on reprend comme tu as dit. On reprend comme j'ai dit, et je pense que pour en avoir déjà débattu, on va le quand, première question qu'on va poser à M. Morfoas, différence entre la qualité et l'éthique, puisque c'est une question qui revient très souvent dans les interventions qu'on peut avoir à l'extérieur. Merci Patrick. Alors une question d'une redoutable complexité en fait. Bêtement, en acceptant la question, qui semblait assez naturelle pour une responsable de SRA, j'ai regardé la bibliographie internationale et je tapais sur PubMed, j'ai trouvé 0 référence. Donc j'ai appelé un ami qui s'appelle Perplexity, qui est le concurrent de ChatGPT, pour voir s'il était plus intelligent que moi. J'ai tapé un prompt qui me semblait intelligent et il a trouvé 0 référence. Ça m'a rassuré quelque part. Donc je me suis dit, mince, il faut que je me mette au boulot, que j'essaye de réfléchir. Plus sérieusement, en fait, c'est une question fondamentale, parce que si on s'intéresse à la qualité en santé, je ne vais pas faire de biblio, mais pour faire court, c'est un concept multidimensionnel, je ne vous apprends rien, reprenant un certain nombre d'axes d'accessibilité, de pertinence, de faisabilité, d'efficience, d'efficacité. Toutes ces différentes dimensions de la qualité éclaircissent ce qu'est ce concept de qualité en santé. Et là où on commence à intuitivement faire le lien avec l'éthique, c'est comment on évalue la qualité en santé. Donc on rentre dans une démarche réflexive, structurée, avec des méthodes tant sur les données qualitatives que quantitatives, et effectivement qui va interroger un processus dans le système de santé, de soins, d'organisation professionnelle par rapport à des normes. Donc effectivement, une des premières choses essentielles de cette démarche d'évaluation de la qualité en santé, c'est de s'appuyer sur des méthodes démontrées et dans chaque situation, essayer de voir en quoi ce qui est observé est en écart avec la norme en question. Et on rejoint, je pense, une démarche sur le plan du droit qui est assez similaire sur le plan intellectuel. Donc on voit à la fois des similitudes dans une démarche réflexive et tout de suite, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin par Flora, qui effectivement, si on est dans la norme, on n'est pas dans l'éthique. Donc en fait, en pratique de mon exercice
professionnels dans différentes structures. Il me semble que, et pour être un peu réducteur, on a deux situations pratico-pratiques. On a une première situation où, quand on s'interroge sur la démarche qualité, on se trouve face à des dilemmes. Je prendrai un exemple très simple que tout le monde a vécu lors du Covid, qui est une démarche qualité sur l'administration du système de santé, c'est qu'effectivement, on a collectivement produit un vaccin, on n'en avait pas assez par rapport aux besoins de la population. Donc si on s'interroge dans l'administration du système de santé, quelle est la réponse à cette question, par qui on va commencer? Effectivement, comment répondre à ce dilemme au départ d'un questionnement qualitatif qui devient effectivement un questionnement éthique? On connaît la réponse. Certains pays ont une approche utilitariste, d'autres d'éthique de la vulnérabilité. Peut-être qu'on en parlera cet après-midi. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment dans la réflexion qualitative, on vient commencer à s'interroger sur en quoi le questionnement éthique, et sa méthode un peu spécifique, peut nous aider à répondre collectivement de manière pluriprofessionnelle à ces questions. On pourra prendre d'autres exemples. La deuxième situation pratico-pratique, à l'inverse, c'est celle où un défaut de qualité peut être confondu, à tort de mon point de vue, à une problématique éthique. Et ça, on n'en parle jamais ou très peu. Et de mon expérience, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, pourquoi saisir un comité d'éthique sur un problème qui est simplement un dysfonctionnement ou un non-respect d'une norme, qu'elle soit managériale, de pratique clinique ou de non-respect de l'evidence-based medicine. Donc, ça veut dire qu'en amont, dans ces situations, il me semble important que dans la saisine, il y ait quelque part un processus préalable d'analyse du dysfonctionnement de la situation pour savoir si on est en écart à une norme de qualité, quelle que soit la dimension que l'on explore, et ou si effectivement on est face à un dilemme où, en sus de ce début de questionnement de la qualité, on a besoin d'une réflexion éthique. C'est pour dire en première conclusion, si vous avez compris, que pour moi, des sujets sont simplement un continuum réflexif où à un moment donné, l'éthique vient éclairer la démarche qualité, et donc forcément, son démarche sont très intrinsèquement liées. Deux dernières remarques, c'est que la première, c'est que ça ne veut pas dire que une situation qui n'est pas éthique en soi et qui fait référence à une non-qualité ne génère pas secondairement des questionnements éthiques, notamment liés à la souffrance éthique. Je ne vais pas paraphraser Cynthia Fleury à la clinique de la dignité, vous le lirez pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et donc ça veut dire que même de la non-qualité peut générer derrière des questionnements éthiques. Et puis dernière remarque, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, je crois beaucoup, alors je ne vais pas relancer le débat indépendance-dépendance des structures régionales d'éthique, mais à la notion de culture intégrée de la qualité et de l'éthique, et je plaide moi en tous les cas, pour vraiment une proximité immédiate très forte, quelle que soit la façon dont on y répond, entre les structures managériales, puisqu'il y a aussi une éthique organisationnelle, où il y a une éthique de l'organisation, et il y a aussi une éthique du management, on n'a pas le temps d'en parler, qu'il ne faut pas oublier, et voilà, donc cette intégration de l'ensemble des acteurs, y compris des structures managériales, me paraît tout à fait essentielle pour répondre à la question. Commencez à y répondre. Alors, déjà une réaction parmi les intervenants. Guillaume. Merci beaucoup. Juste à destination de notre public et notamment des personnes qui souhaiteraient ou qui ont comme projet de monter une structure éthique, attention au début à bien problématiser les questionnements éthiques. Effectivement, comme vous disiez, beaucoup de problématiques en santé au sens large découlent sur des problématiques éthiques pour peu qu'elles impactent le patient. Mais pour vous donner un exemple, quand on a voulu remonter une structure éthique au CHU de Toulouse, j'ai été sollicité personnellement pour arbitrer un conflit syndical. Un conflit syndical qui va retentir par la grève, bien sûr, sur la prise en charge des patients. Pour autant, ça n'est clairement pas le rôle de la structure éthique. Et c'est vrai que nous avons mis en place un bureau du comité d'éthique dont une des missions est la lecture des saisines et le renvoi auprès des services qui font la saisine
d'un questionnement plus précis, d'une problématisation éthique, afin qu'on puisse, comme on va essayer de vous l'éclairer là maintenant, développer une vraie stratégie qui soit une stratégie délibérative et fondamentalement éthique, et qu'on ne se retrouve pas à arbitrer de la qualité, du management ou d'autres situations. Alors, vous avez remarqué, la parité est respectée à la tribune. On va donner la parole à ces dames. Oui, on va passer effectivement à l'instruction de ce qu'est un dossier, un frottement, un dilemme éthique. Et on a des structures de taille très, très différentes et de fonctions très différentes, et on va en profiter. Je commence par vous. Alors nous, c'est comme on a choisi aussi, une fois que quelqu'un rédige une saisine, elle arrive au bureau et on trie, entre guillemets, si on peut dire comme vous dites, et ceux où il n'y a pas une problématique vraiment définie. Ça nous est arrivé d'ailleurs sur le thème de patients porteurs de cette fameuse bactérie, la BHRE, que nous avons redirigé sur... on va dire que c'était plus un problème organisationnel de communication, et on a organisé une réunion de réflexion qui n'était pas rentrée dans la saisine éthique, mais on a quand même entendu et on a essayé d'organiser quelque chose. Et sinon, nous, toutes les saisines arrivent au bureau, on les trie et après on demande aux acteurs concernés, on décide si oui ou non on va réagir. Et on répond à la personne qui a fait la saisine et on organise une réunion collective, collégiale avec les acteurs, et on invite tous les membres du comité qui peuvent se libérer, et du territoire aussi, parce qu'on est en lien avec les membres du territoire du 65, donc on n'hésite pas à solliciter. Émilie ou Bettina? Moi, je voulais juste... Alors, ce n'est pas du tout en contradiction avec ce qu'a dit Guillaume, avec qui on travaille étroitement et avec qui on s'entend très bien. La qualité... mais, un petit mais, la qualité et l'éthique sont quand même intrinsèquement liés. Donc, nous, on s'occupe du comité de réflexion éthique de l'UICT Oncopole, et on n'est pas submergé par les saisines réellement éthiques. Ça, c'est un fait, vraiment un problème éthique réel. C'est finalement assez rare. Toutefois, on est quand même saisi par un département, un groupe d'infirmières, etc. Et c'est vrai que là, on va tomber un petit peu dans la qualité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas traiter le sujet proposé, parce que si elles viennent nous voir et qu'elles nous parlent d'un problème dans leur pratique, il y a quand même une question éthique derrière, et il y a surtout un mal-être. Et le bien-être des soignants, c'est important. Donc, c'est sûr que si un soignant a l'impression qu'il fait mal son travail, qu'il n'a pas pris soin de quelqu'un de façon appropriée, ça engendre une tension. Et le fait de venir voir un comité de réflexion éthique qui va remettre l'église au milieu du village en parlant de bienveillance, non-malfaisance, équité, autonomie. Donc, on va parler d'éthique, mais on va quand même résoudre un problème de qualité. Donc on voit ceux qui viennent nous poser des questions. Ensuite, on va voir la direction ou les médecins, etc. On va les mettre ensemble pour qu'ils discutent, et souvent, une solution est trouvée, et ça va dans le mieux pour les patients. Donc, faire de l'éthique pure à chaque fois, je crois qu'on n'en ferait pas très souvent, en fait. De l'éthique vraiment pure, c'est rare. Mais répondre à un besoin, à des questionnements de soignants et qui s'interrogent sur leur prise en charge, pour moi, ça fait partie de l'éthique aussi. L'analyse critique des pratiques. Au centre. Oui, merci. Donc, en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de poser le cadre d'emblée. Alors déjà, de préparer la réunion, on l'a dit, peut-être avec une analyse des situations en amont, surtout un travail autour de la question qu'il va falloir résoudre. Ça, c'est impératif, parce qu'on peut philosopher pendant des heures, mais si on n'a pas la question, ça ne va pas amener grand-chose. Et après, dans un second temps, donc, au tout début de la réunion, vraiment reposer les bases, c'est-à-dire quel est le rôle par exemple du comité d'éthique ou de l'équipe qui va
mener le groupe de réflexion, quels sont aussi les objectifs, hein, donc on est là pour répondre à la question, quel est le rôle de chacun et également qui sera décisionnaire à la fin. Donc ça, c'est impératif aussi de le décider parce qu'on a pu avoir des situations où la démarche décisionnelle avait bien fonctionné avec une très bonne réflexion et puis finalement, à la fin, on ne savait pas qui devait décider, donc impératif de vraiment dire qui doit décider. De dire aussi ce que ce n'est pas la démarche décisionnelle éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de parole, ce n'est pas un groupe où il doit y avoir un débordement d'émotions. Alors, peut-être je peux parler des émotions. Voilà, donc, les émotions... Ou après Oui. Oui, je continue. Donc, voilà, la délibération éthique n'est pas le moment de l'émotion, mais vraiment le moment du raisonnement. Alors les émotions, c'est normal qu'il y en ait, et c'est même heureux, hein, sinon on ne serait pas dans la démarche décisionnelle éthique, et on ne serait pas des êtres humains qui soignent des êtres humains. Donc c'est important de valider le fait qu'il y ait des émotions, mais de dire aussi que ce n'est pas là le moment de les exprimer. Donc il y a d'autres. Après, il va falloir trouver d'autres endroits où les exprimer et des moyens de contenir la gestion des émotions. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit justement, puisqu'on peut avoir à contrario aussi, en étant au bureau du comité éthique de mon établissement, on est parfois saisi par des personnes de terrain, des professionnels de terrain, pour justement régler des conflits, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, oui, il y a un questionnement éthique. Nous sommes un centre hospitalier spécialisé dans la prise en charge de la santé mentale, donc tout ce qui touche autour de l'isolement, de la contention, des restrictions de liberté, c'est quelque chose qui est très prégnant. On a souvent, on va dire, des sollicitations justement pour que nous, comité éthique, nous amenions la décision, la solution. Donc il est important aussi de bien faire comprendre nos missions par rapport à ça et notre champ d'intervention, notre périmètre. Le terrain attend parfois de nous presque un protocole, justement, si on veut reparler de qualité, ou une note de service. Non, on n'est pas là pour émettre une note de service. Peut-être, potentiellement, nous allons émettre un avis. Et encore, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, quelle légitimité avons-nous pour émettre un avis et jusqu'où on va aller cet avis? C'est difficile. Et donc, il est important, là aussi, de s'entourer d'une méthode de travail pour pouvoir bien structurer notre démarche. Et je vous parlerai de la formation après. Merci, tout à fait. Bertrand, je voudrais revenir sur vos propos à toutes les deux. Vous avez, à toutes les trois d'ailleurs, parce que vous avez cité la multiplicité des situations dans lesquelles pouvait être saisie une réflexion éthique au sein de vos groupes. J'aimerais que vous puissiez traiter maintenant de la diffusion des avis, s'il y avait des recommandations, s'il y en a, peu importe, la diffusion des décisions, et revenir sur ce qu'a dit Émilie Fontan, sur l'acteur d'une éventuelle application, en soulignant, et vous en débattrez dans vos pratiques, que l'acteur est celui qui a posé la première question et que l'acteur va vous consulter pour avoir un appui, mais qu'il restera l'unique responsable, même s'il s'empare d'une décision collégiale. Justement, je voulais rebondir là-dessus sur qui est le décisionnaire. Le comité d'éthique va rendre un avis. Cet avis, il est nécessairement consultatif. Et ça fait partie, à mon avis, à la fois du cadre initial de la réunion et de la délibération. C'est-à-dire que trop souvent, et ça c'est un manque de culture de mon point de vue de la réflexion éthique, on est appelé en situation d'arbitre, quelquefois même en situation de juge. Et l'avis du comité d'éthique, de mon point de vue, et je me suis souvent affronté notamment avec notre direction à ce sujet-là, n'est pas nécessaire à la prise de décision. C'est-à-dire qu'on a été sollicité par la direction pour une circonstance particulière, un patient particulier, et la direction suspendait la décision médicale au rendu de l'avis éthique pour peu que ce soit congruent. Et moi, la réponse qui a été faite, c'est il n'y a pas d'urgence à rendre un avis éthique. La réunion a été faite, l'éclairage de la décision a été fait. Alors, je vous rejoins, quelle légitimité, quelle pertinence, quelle expertise. En tout cas, on a essayé d'ouvrir les champs décisionnels
pour le décideur, mais le décideur, qui est souvent médical dans le cas de la saisine individuelle, reste le médecin qui a porté la saisine. Et ça, c'est important, notamment dans les situations qui sont non consensuelles, où on attend de nous une forme d'arbitrage. Ça n'est pas notre rôle, et c'est très important de le redire d'emblée. Tout à fait, et avec un mot-clé sans doute à rajouter. Les étudiants vont sourire parce que on a parlé un peu ce matin aussi de la conviction du professionnel de santé, mais éclairé par la vie, c'est sa responsabilité dans la décision qui est ensuite prise en compte. La responsabilité et l'éthique de responsabilité a tout son sens. Après, pour la diffusion, si la saisine a concerné un patient, donc un médecin a saisi le comité pour un patient, l'avis du comité va être dans le dossier médical. Enfin, l'avis est donné au médecin, à l'équipe soignante, et ça figure dans le dossier du patient. Mais après, le médecin est seul décisionnaire. Et si ça concerne un service, alors on ne diffuse pas l'avis immédiatement, on attend de voir les différents acteurs, et une fois que tout le monde s'est rencontré, qu'il y a eu des discussions et qu'il y a eu un consensus, là on va diffuser l'avis. On a un site internet, nous, sur intranet du comité de réflexion éthique, dont tout le personnel de l'IUCT peut lire les avis émis par le comité. Oui, je me permets de réagir pour défendre le dur métier de directeur d'hôpital, j'en suis pas un. Pour peut-être apporter une mode de contradiction, c'est-à-dire qu'en essayant de me mettre à la place d'un rôle de directeur ou directrice d'établissement ou de membre d'un directoire d'établissement, parce qu'il y a aussi des médecins et des soignants, on est là il me semble, dans un débat très orienté autour de l'éthique clinique, ce qui est normal. J'ai évoqué l'éthique des organisations. C'est quoi en fait? C'est comment un directeur responsable d'établissement, qu'il soit médecin, directeur, peu importe, va intégrer aussi cet avis et quel impact ça va avoir par rapport aux autres missions de l'établissement et aux décisions qu'il va avoir à prendre. Voilà, je ne veux pas me substituer à, mais en tant que président de CME que j'ai été quelques années, c'est ça aussi la question. C'est-à-dire que l'éthique clinique seule, isolée du reste, n'a pas de sens pour moi. Et c'est peut-être cette curiosité intellectuelle au bon sens du terme qui est nécessaire pour aussi éclairer les autres décisions pour que l'établissement puisse poursuivre ses autres missions. Et je prends un exemple lié au Covid aussi. Mettez-vous à la place de l'État. Quand on a demandé à tous les établissements prendre en priorité d'ouvrir des services de réa partout et de renoncer ou de prioriser la prise en charge d'autres patients qui avaient d'autres problématiques de santé, on voit bien comment ça a bousculé profondément et ça a entraîné de la souffrance éthique sur renoncer à un certain nombre de missions d'un établissement public. Voilà, je souhaitais juste peut-être apporter cet éclairage complémentaire. Merci. Je voudrais à ce propos justement qu'on parle de la diffusion de ces éventuelles recommandations, avis, appelez ça comme vous voulez, conclusions des débats, même si ce sont des conclusions plurielles avec plusieurs orientations possibles, en fonction des situations, et comment on peut utiliser ces décisions, ces rédactions et leur diffusion pour justement faire le lien entre l'éthique clinique et l'éthique organisationnelle liée à l'établissement ou structure dans lesquelles on évolue. Quel est votre... Au CHU, on a vraiment deux dimensions dans le comité d'éthique. Une dimension qui est une dimension réflexive, qui a pour vocation de produire du contenu. Par exemple, pendant la période Covid, nous avions produit des fiches, espèces de fiches réflexes, entre guillemets, en tout cas des fiches qui rappelaient les grands principes éthiques guidant la décision médicale. L'idée était de diffuser une culture de la décision et de la valeur éthique dans la décision au moment où l'on craignait que ces valeurs soient challengées par une autre valeur éthique qui est la justice et l'équité d'accès aux soins. Donc ça, c'est une première dimension, et on est dans une dimension de communication assez large via le site intranet du CHU. Concernant les saisines, elles sont relues par les membres du comité d'éthique. J'entendais parler de la liste de diffusion. Nous, on a un comité d'éthique qui est une usine à gaz. On a des représentants de chaque pôle de l'hôpital, et les 3/4 du quorum du comité d'éthique ne siègent pas en pratique au comité d'éthique. Donc la diffusion pour relecture, elle est limitée aux personnes qui étaient présentes à la saisine, et ensuite envoyée
à l'équipe et gardé pour archivage dans le comité d'éthique. Donc on a un historique de ça, mais on n'a pas de diffusion grand public des saisines particulières. Émilie, vous voulez rajouter quelque chose ? Et sur cette question de qui participe à la saisine et après qui la diffuse, je reviens aussi sur ce qui a été dit sur la table ronde précédente et du rôle des directions. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion ici ou là, que ce soit pour le comité d'éthique ou pour le collège de déontologie, en faisant bien la différence, ce n'est pas la même chose, mais il y a un temps de présence de l'administration légitime, mais il y a aussi un temps de délibération entre les membres d'un comité hors présence de la direction qui est tout à fait légitime aussi. On peut très bien imaginer les deux. Et un temps de restitution ensuite. Est-ce qu'on pourrait donc à ce propos parler de la réflexivité, c'est-à-dire du retour et du dialogue a posteriori comme a priori qu'il peut y avoir avec l'administration quand vous êtes dans une situation qui est hors situation strictement individuelle ou avec les équipes lorsqu'il s'agit d'une situation individuelle. Et je reviens sur ce que disait Olivier Jonquet tout à l'heure. Comment en tirer des conclusions et de l'acculturation des équipes médicales dans leur entier ? Je crois que ça dépend de la taille de la structure, parce que entre Guillaume qui s'occupe du comité de réflexion éthique du CHU et moi, et tous les deux qu'on s'occupe de l'IUCT Oncopole, l'IUCT Oncopole est beaucoup plus petit. Donc la réflexivité, c'est très rapide. Il suffit de prendre son téléphone ou de descendre deux étages pour aller parler avec les personnes concernées et ensuite aller prendre un rendez-vous avec la direction et expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc c'est très différent pour une structure aussi énorme que le CHU. Donc pour nous, il n'y a pas de souci, mais j'imagine que pour les autres, c'est plus compliqué. Oui, comment faites-vous ? Oui, ben, nous, on est petite structure, mais on est 3 sites. Donc des directions pas communes. Donc on essaie de faire comme on peut. Mais on arrive à avoir... c'est politiquement correct. Mais on arrive à discuter quand même parce qu'on a des personnes qui ont cette envie de faire avancer cette démarche-là. Donc on a un peu eu des changements dans les directions, donc il y a eu un peu de remous, on va dire, mais c'est quand même une volonté directionnelle aussi. C'est entrer dans la direction de nos deux structures, quoi. Nous, au CHU, on a clairement, alors ça a les avantages et les inconvénients, on a clairement un soutien très fort de la direction. Et peut-être un peu trop, c'est-à-dire que le comité d'éthique est affilié à la direction des affaires juridiques, et donc on a un directeur référent, qui est le directeur des affaires juridiques, avec lequel l'échange est facile, mais dont on a l'impression quelquefois, et c'est les discussions qu'Olivier remettait en lumière, on a l'impression qu'il y a quelquefois un impact sur notre organisation, et notamment l'assistante qui s'occupe du comité d'éthique et salarié par la direction des affaires juridiques. Donc ça pose un questionnement. Tu es aussi salarié par le CHU. Je suis aussi salarié par le CHU. Madame Courby, dans le monde de la psychiatrie, où quand même l'individualisme, pour l'individualité décisionnelle était quand même relativement la règle, comment avez-vous réussi à faire passer des débats sur le grand thème que vous citiez tout à l'heure de la contention ou de En fait, il peut y avoir effectivement, parce que nous avons eu, je donne l'expérience de cette année, nous avons mené un groupe de travail justement autour de la thématique de l'isolement chez l'adulte, mais aussi chez le patient mineur, parce que ce sont des situations qui peuvent se retrouver. Malgré la méthodologie qui était en place, le groupe de travail a eu quand même beaucoup de difficultés pour arriver à des conclusions ou ce qu'on pourrait plutôt appeler des pistes de travail. Et là où c'est point de vigilance, il est important aussi de faire attention lors de la restitution, on va dire, au bureau et au comité éthique. Alors peut-être pas pour cette fois-là, mais c'est déjà arrivé précédemment quand même. Il y a eu pas mal d'avis depuis 2011. On se retrouve face à des professionnels membre du comité éthique, où c'est celui qui va parler le plus fort ou qui est le plus gradé qui va avoir le dernier mot. Et l'avis, qui au départ est censé être un avis pluridisciplinaire et collégial, va se retrouver biaisé dans la restitution finale. Et
pour peu qu'il y ait la direction, ça peut aussi amener d'autres biais, il faut le dire. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et fort de cette expérience, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait éviter les biais? Les biais, déjà, c'est peut-être que tout le monde bénéficie d'une formation autour de la démarche éthique. Et donc, on a pris le parti pris cette année de former à la démarche éthique, formation simple, courte, parce qu'il y a aussi les problématiques de disponibilité des uns et des autres, mais de former tous les membres du comité éthique à la même formation, pour que déjà la culture et la philosophie se retrouvent autour de tous les membres et d'avoir un même langage commun. Second point, c'est derrière comment aussi déployer cette démarche éthique. Comment amener la réflexion en éthique au plus près du terrain, dans les unités de soins. On voit des soignants qui des fois sont aigris mais par de l'automatisme, sont aigris par des comportements qui sont complètement standardisés. Comment réamener un petit peu de réflexion au niveau des unités de soins? Donc, une fois que nous-mêmes serons très bien formés à la démarche éthique, voilà, où on pourra déjà s'entendre et prendre un petit peu aussi un peu de recul sur sa position et sur sa posture, le but c'est de pouvoir justement déployer au plus près du terrain cette réflexion éthique, là aussi par le biais de la formation, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir développer des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être, ou des savoir-être si on peut dire. Et de pouvoir commencer justement par l'encadrement de toutes les unités de soins. Et quand je dis encadrement, ce n'est pas uniquement le manager paramédical, c'est aussi le médecin, parce que les décisions, elles sont pluridisciplinaires. Le médecin aussi, il a sa place pour pouvoir être entendu et parler. Le problème, c'est que la pénurie médicale met à mal un petit peu certaines unités de soins à ce jour, où certains soignants paramédicaux se sentent un petit peu pauvres et appauvris de la richesse médicale. Voilà. Mais il faut essayer de remettre du sens et de pouvoir, à travers cette façon de penser et cette réflexion éthique qui soit au plus près du terrain, que chacun puisse se poser la question sur ses pratiques et vraiment s'interroger sur chacune de ses pratiques. Voilà. Donc ça, c'est les projets Lannemezanais, en espérant qu'ils puissent y arriver. Voilà. Savoir-faire et savoir-être, car on est bien, in fine, à l'action. Et l'action médicale doit être éthique, ou le plus possible, faire le mieux ou le moins mal possible, et c'est souvent la question. Je sentais qu'Émilie voulait prendre la parole. Peut-être pour rebondir sur la question de la répartition du temps de parole et du rôle de chacun dans la réunion, et quelques pistes pour essayer de limiter cette pression sociale qu'il peut y avoir au cours des démarches décisionnelles éthiques. Comme tout à l'heure, je pense que c'est déjà dans la préparation de la réunion, parce que quand on rencontre une équipe, on voit aussi un petit peu l'atmosphère qu'il y a. On voit s'il y a vraiment une ambiance d'interdisciplinarité, de respect du temps de parole de chacun, du respect du rôle propre de chacun, ou si on est dans des positionnements très hiérarchiques. Donc déjà, voir l'atmosphère pour préparer la réunion. Puis après, en amont, reposer les règles. Et après, essayer de répartir le temps de parole. Alors, il y a différentes techniques. Moi, j'apprécie pas le fait de donner la parole tour à tour, de faire un tour de table, parce que je pense qu'il faut respecter à la fois la personnalité de chacun et la temporalité. Peut-être qu'au moment où on sera interrogé, on n'aura pas l'idée, mais un petit peu plus tard, on l'aura. Tout l'art, je dirais, de mener la démarche décisionnelle éthique, c'est de créer ce climat de confiance pour que chacun puisse s'exprimer librement et apporter sa position, sa vision de la situation. Donc c'est vraiment là la difficulté de la démarche décisionnelle. Merci de respecter aussi la liberté de ne pas s'exprimer, Émilie. Merci beaucoup. Peut-être, si, avant de donner la parole à Montpellier et à Toulouse, moi j'avais envie de vous lancer sur deux pistes que sont la place des patients et ou des associations de patients, sujet délicat, parce qu'on a parlé de l'administration, mais il n'y a pas que l'administration. Et puis, poser peut-être aussi la question de la temporalité dans le rendu des avis, quand on est un peu soumis à quelques pressions, voilà, urgent, pas urgent, comment on fait? Moi, je peux vous parler de la place des usagers, du patient, du résident, des familles. On a récemment réalisé des réflexions éthiques autour du tutoiement, qui paraît pour certains peut-être simple. Nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, que ce soit dans notre EHPAD ou dans notre rééducation, où il y a certains patients qui restent plusieurs longs mois le temps de leur réhabilitation.
Voilà. Et du coup, on a travaillé avec tous les établissements, tous les métiers confondus. On a fait plusieurs réunions et on a invité les résidents aussi à s'exprimer. Les résidents des différentes structures pour savoir eux qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc on les a invités et on va les inviter aussi à la restitution qui va être prochainement. Et ça, c'est formidable et ce n'est jamais rien que de la recherche en éthique participative de terrain. Rapidement, de mon point de vue, quand on s'intéresse à la qualité, la dimension humaine liée au patient ou à l'usager, à la fois dans le respect de ses attentes, de ses valeurs, de l'association au travers de son savoir expérientiel et des codécisions est essentielle. Donc je ne conçois pas intellectuellement qu'effectivement, dans ce continuum réflexif que j'ai évoqué, qu'on ne puisse pas associer des patients, des familles à ces réflexions, avec des conditions qui ont été rappelées tout à l'heure. C'est la formation préalable et l'engagement dans le temps. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de venir one-shot, d'exprimer son point de vue ou sa conviction à un moment donné, c'est de s'inscrire dans une dynamique collective. Et ça, c'est quand même un préalable assez lourd à respecter. Guillaume. Dans les deux structures dans lesquelles j'ai la chance d'exercer, les représentantes des usagers sont présentes au comité d'éthique, au bureau, et on salue Gail qui est ici. Et même au CHU, la présidente en exercice actuellement du comité d'éthique est une représentante des usagers. Et après, en ce qui concerne les patients, si la saisine concerne un patient particulier, bien sûr, on va écouter son avis, mais on ne va pas le voir tout seul avec tout le comité. On va y aller à deux le voir, parce que souvent, ce sont des personnes vulnérables, donc on ne va pas le faire venir comme au tribunal. Donc, 2 personnes ou 3 personnes du comité vont aller le rencontrer, mais de façon bienveillante et sympathique, donc sans tout le monde. Alors, on parle beaucoup aussi aujourd'hui d'expertise collégiale avec une externalité. Vous voyez ce à quoi je fais référence. Quelle est votre attitude aux unes et aux autres pour la convocation éventuelle d'expertise externe ponctuellement, au sein de vos réflexions? Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que le comité d'éthique est là pour amener un éclairage différent de l'éclairage habituellement strictement clinique. Donc, pour amener cet éclairage différent, il doit avoir des personnalités qualifiées qui amènent une lumière différente. Je vais citer Flora Bastiani qui était présente ce matin, qui est philosophe et qui est membre du comité d'éthique. On a aussi des juristes, etc. Ça, c'est dans le quorum, ça me paraît être une nécessité dans la constitution du quorum. Et après, ça va dépendre beaucoup du degré d'expertise interne au comité d'éthique. Moi, j'ai la chance d'exercer dans un CHU, et donc souvent, on a en interne des experts très pointus sur, par exemple, la pathologie. Quand on est appelé en neuropédiatrie avec une pathologie génétique très particulière, on a besoin d'experts. C'est vrai que la chance du CHU, c'est que souvent, ces experts sont internes. Donc, et c'est pour ça que le master est à triple entrée, droit, philo, santé. Non, mais je rebondis complètement sur ces propos. Il faut savoir aussi ne pas être sur un comité figé, un comité éthique figé, mais savoir s'entourer de personnes ressources selon les thématiques qui vont être abordées pour avoir vraiment des éclairages, en plus des recherches réglementaires, documentaires, bibliographiques qui peuvent être faites. Ou même les retours d'expérience qu'il peut y avoir par le passé, dont on peut vraiment se nourrir pour pouvoir étayer justement sa réflexion. En pratique, si vous convoquez une personnalité extérieure, quels sont les préalables que vous lui demandez, la confidentialité, etc., mais rien de plus. Après, le règlement de fonctionnement, il est important d'en avoir un. Un des préalables aussi, c'est déjà qu'il puisse consulter le règlement de fonctionnement de son comité éthique. Voilà. Puisque derrière, on va dire tout ce qu'il y a en termes de secret, bien entendu, mais aussi d'assiduité ou de participation, justement pour éviter... comme dit monsieur, les one-shots où on a des décisions à l'emporte-pièce sur une personne qui en plus va venir qu'une fois parmi toutes les réunions au comité éthique, mais fait quand même partie du comité éthique, tout ça parce que ça fait bien sur un CV d'être membre du comité éthique de son établissement. Donc c'est une réalité. Donc il est important, comment dirais-je,
Le centre hospitalier a créé son comité éthique en 2011. On a vu l'évolution du comité éthique et de l'éthique en général sur l'établissement. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des belles réunions, j'ai envie de dire, qui étaient bien comment dire, pétillantes. Voilà. Bon, merci à toutes et tous. Je pense qu'on va ouvrir le débat. En ouvrant à Montpellier, j'ai manqué à questions. tous mes devoirs tout à l'heure. Je dois excuser l'absence, certains l'auront peut-être remarqué, de Philippe Labarthe, le cas d'Ursien qui est retenu pour raison familiale. À vous. Oui, Virginie. Pardon, j'ai pas vu. Une question qui arrive. Oui, bonjour. Peut-être plus des remarques, mais merci beaucoup pour vos présentations. J'ai peut-être peut-être que ça va être un peu décousu. Juste pour clarifier, vous avez évoqué deux choses assez différentes dans votre présentation. Il y avait beaucoup les saisines ou le travail des comités ou des commissions d'éthique. Et puis, je crois que le docteur Fontan a appuyé un peu plus sur la délibération, peut-être dans les services de soins, comme on fait quotidiennement. Moi qui suis aussi médecin de soins palliatifs et aussi responsable de la commission d'éthique de l'ICM, c'est important, je vous le dis parce qu'en fait, je vais vous dire que dans notre pratique, en fait, moi, je suis, comme l'a dit Olivier Jonquet tout à l'heure en intervenant, beaucoup plus favorable à ce que l'éthique soit pratiquée dans les services au quotidien, avec les acteurs de la situation, qui ont toutes les compétences la plupart du temps pour les résoudre, à condition qu'on se mette dans justement un cadre, avec éventuellement un tiers, le tiers étant souvent les équipes de soins palliatifs, mais pourquoi pas des membres d'une commission d'éthique. Et c'est vrai que je voudrais quand même qu'on puisse insister là-dessus aujourd'hui. Tout n'est pas à résoudre par le grand comité des sages, dont je fais quand même partie, mais qui je ne retrouve pas beaucoup de légitimité sur certaines situations, sans parler de la disponibilité. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, pour répondre à vous deux, mesdames, au milieu, j'ai bien aimé les discussions pétillantes, pour finir, parce que justement, le docteur Fontan a dit tout à l'heure que ce n'était pas la place des émotions, le moment de la concertation collégiale ou de la saisine. Bien, moi, je défends l'idée un peu contraire, mais de façon modeste, hein, c'est-à-dire que ça ne doit pas emboliser toute la réunion, mais je pense que ce sont bien les émotions qui sont au départ de l'action, au départ du repérage du dilemme éthique, et que, comme le dit Pierre Lecoz aussi à Marseille, c'est quand même important qu'il y ait un temps pour repérer et déposer sur le bas-côté les émotions et la subjectivité avant d'arriver éventuellement à la contradiction, hein, idéalement même la contradiction, le dissensus, pour arriver après à une décision plus apaisée. Voilà, donc pardon d'avoir embolisé. Non, merci pour la question. Je partage tout à fait votre opinion. Alors déjà sur la question je pense qu'il y a une hiérarchisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent être réglées par les équipes de premier recours, de proximité. Et par exemple, dans le cas du comité d'éthique, quand on voit qu'il n'y a pas eu appel à une équipe de premier recours, on redirige les soignants vers les équipes de premier recours. On fait appel au comité d'éthique hospitalier dans notre CHU quand il y a vraiment des situations complexes qui n'ont pas pu être résolues dans le premier recours. Et après, donc, sur la deuxième question, la question des émotions, je suis tout à fait d'accord. Quand je disais c'est pas la place des émotions, alors ce qui est très important, en effet, c'est de les valider. Comme on disait, les émotions, elles sont là. C'est pour ça qu'on est là. Parce que s'il n'y avait pas eu l'émotion, il n'y aurait pas eu le questionnement éthique, l'attention. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elles ne doivent pas déborder sur le débat. On n'est pas là dans vraiment le groupe de parole. Il va falloir essayer que ces émotions se transforment petit à petit en raisonnement. Et c'est assez délicat dans certaines situations. Alors pour vous donner des astuces qu'on a avec l'équipe mobile de soins palliatifs, par exemple, on a l'habitude d'animer les réunions à deux. Il y en a un qui va faire vraiment l'animation, répartir le temps de parole, etc. Et l'autre aura plutôt une posture de veille, on va dire, parce que quelquefois, quand on anime, on ne peut pas voir le médecin qui a les larmes aux yeux ou l'infirmier qui bouge la jambe tellement parce qu'il est très en colère. Hein. Donc, le fait de travailler en binôme pourra à la fois accueillir l'émotion, mais il ne faut pas que cette émotion déborde et soit au centre du débat. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais revenir sur deux points. J'ai bien compris votre démarche et je partage votre avis, madame, sur le fait que localement, les équipes sont compétentes. Mais j'ai bien entendu Olivier Jonquet tout à l'heure dire aussi on en débat au staff. Je pense malgré tout
que le staff est un endroit où on doit débattre de décisions médicales. Et effectivement, on peut réunir sans la même pluralité, certes, mais avec des gens qui sont capables de prendre d'avoir des réflexions correctement posées, mais il faut un temps de staff qui soit différent de celui de la décision technique. Sinon, on arrive à un mélange des genres qui me paraît défavorable à la réflexion éthique. Et le risque, alors moi je pratique la réanimation, le risque que je vois à rester dans son jus, entre guillemets, c'est le risque qu'il n'y ait pas de délibération. C'est qu'on rentre en réunion en étant tous d'accord avec des préjugés et des préconçus. Et là, il y a une démarche d'ouverture à faire. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, moi, au titre de la responsabilité de service de réanimation, je prends souvent le contre-pied de mes jeunes collaborateurs, sachant que ça ne traduit pas ma conviction, comme on en parlait tout à l'heure, mais ça permet d'ouvrir une délibération, parce que dans c'est pas la réunion qui fait l'éthique, c'est la délibération, et c'est le processus, et c'est la qualité du processus délibératif. Donc il ne faut pas faire de l'éthique washing, c'est-à-dire se réunir, une belle feuille de présence, tout le monde a signé, mais avec une décision qui était prise de manière ou préalable, ou, comme vous le disiez tout à l'heure, prise par le plus capé ou celui qui parle le plus. Qu'est-ce que vous faites, comme disait Flora ce matin, devant le piéton? Et les mots-clés qui vont avec, c'est « il y a une tension, sinon un conflit éthique ». Mon patron parisien disait « l'éthique est le lieu du conflit ». Mais ce n'est pas grave, et c'est très bien. Jacques Lagarrigue, dans la salle à Toulouse. Merci. Une petite réflexion en retour sur des mots qui ont été employés et qui sont réflexion, délibération, décision. Et il y aura un écho avec la rédaction des avis. Je crois que ce sont des mots qui doivent être clairs dans l'esprit de chacun. La réflexion, ça va, on sait à peu près. La délibération, c'est un peu la synthèse des propositions au cours de la réflexion. Ça relève du comité d'éthique, quel que soit le nom, comité, structure ou autre d'éthique. Et dans les avis, ils peuvent très bien être rédigés, et ça répond un peu à votre question et au souci de certains pour la rédaction de ces textes. Les avis sont quelquefois rédigés, même par le comité consultatif national d'éthique, en disant « certains pensent que », d'autres ont dit que, et rien n'empêche de mettre 3 avis. Attention à des décisions, enfin attention à des délibérations qui pourraient ressembler à des décisions. S'il n'y en a qu'une, eh ben, ça devient automatiquement une décision. Et ça, c'est un peu dangereux. Et il faut surtout se méfier du consensus. Il y a même des spécialistes des décisions absurdes qui recommandent de faire, comme le fait Guillaume Ducos, de désigner un avocat du diable qui est chargé de défendre la position inverse, même si ça n'est pas sa conviction à lui. Et procéder ainsi marque bien la différence entre la partie délibération et réflexion, où il peut y avoir plusieurs solutions proposées, dont aucune n'a de valeur par leur poids, encore moins par la puissance vocale de celui qui l'a imposé, ou la taille de celui qui l'a imposé, ou celle d'ailleurs, et laisse à celui qui en assume la responsabilité la seule capacité à décider. Et à agir. Action. Question à Montpellier. C'est un point, un commentaire. C'est un point important. On peut ne pas rechercher un consensus. C'est ce que vient de dire Jacques Lagarrigue. Et je crois que le consensus à tout prix n'est pas bon. Il faut exprimer le pour, le contre, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça augmente le débat. Concernant la responsabilité, on le voit à travers la loi qui arrive. La responsabilité ne se dissout pas dans la collégialité. Et les parlementaires viennent de le dire quasiment à l'unanimité et très fort.
les promoteurs même de la loi sur la fin de vie n'ont jamais accepté que ce puisse être une collégialité qui décide. La collégialité est claire. Concernant enfin cet éclairage, chacun a compris qu'en gros, si on compare aux appareils photo, la conviction et l'expérience d'un praticien ou d'une équipe, c'est une focale à angle fermé, souvent sur la maladie. La réunion de concertation pluriprofessionnelle, c'est une focale plus large et le staff éthique et toute la procédure éthique, c'est une focale à angle très ouvert qui incorpore des aspects de vie, de priorité de vie, de choix de vie et de conviction des personnes en jeu. Et donc, plus on ouvre l'angle, plus il y a d'incertitudes, mais plus, bien sûr, c'est nécessaire. Et enfin, pour terminer, la légitimité. Il n'y a pas de légitimité affirmée, inscrite, d'une réflexion éthique, d'une structure éthique. La légitimité ne peut venir que d'une pluriprofessionnalité très riche qui ouvre cette analyse et de la qualité même des arguments développés dans l'analyse de la situation. C'est-à-dire qu'il faut une traçabilité de cette qualité d'analyse pour résumer des échanges forts et des points de vue des personnes. Sinon, la légitimité réelle n'existe pas. Voilà. On a une dernière question ici. Oui, bonjour. Jean-Marie Groyeux, je suis directeur général d'une association parentale qui s'occupe de personnes handicapées intellectuelles. Et la thématique de ce matin était la question de la formation à la réflexion éthique. Je veux juste attirer sur le fait qu'on aura des enjeux majeurs sur la question de comment on vient former ces personnes qui vont participer à nos comités éthiques, comme ils participent aujourd'hui à nos conseils d'administration, par exemple, et de comment on adapte la question de la formation, parce qu'elles ont à dire de l'expertise de leur propre vie, naturellement, mais il va falloir travailler sur cette question-là. Et là, alors je pense qu'on aura évidemment, je n'ai pas de doute, vu les échanges qu'on a pu avoir avec le professeur Clanet, du soutien de l'espace réflexion éthique Occitanie, mais il y a des enjeux très particuliers sur nos établissements, puisqu'on est et à la fois sur la logique du temps long, ce qu'on voit moins dans la structure médicale de soins en tant que telle. On a des résidents qui peuvent être là sur une durée de vie. Donc ça veut dire qu'on a vraiment le temps de les associer aussi, hein, cette logique-là. Mais par contre, on n'a pas ce qui me semble être extrêmement présent dans vos espaces du milieu de santé, la prépondérance de la décision médicale en tant que telle, puisque la problématique n'est pas forcément uniquement médicale. Et donc ça va renvoyer à où l'avis risque d'être très souvent pris comme décision, en fait. Donc il y a un enjeu, et j'ai bien entendu, et je trouve tout à fait intéressant, la position de l'avocat du diable et du fait de se dire, dans un avis, c'est bien quand il y a plusieurs avis, en fait, parce que le problème est multidimensionnel. Merci. Guillaume. Pour éviter cet écueil, il me semble que le cadre de la délibération est important, c'est-à-dire que qui décide à la fin doit être bien posé au début. C'est-à-dire que ça n'est pas en fonction de l'avis et de la délibération éthique que en fait, la personne qui doit décider doit être bien nommée et c'est elle qui doit être éclairée par l'avis éthique et pas dans l'autre sens. J'entends que pour nous c'est simple parce qu'effectivement on est saisi par des médecins pour des décisions médicales. Je pense que dans vos structures il y a des personnes qui ont des responsabilités, peut-être est-ce la direction, peut-être est-ce la direction des soins. Et en tout cas, le responsable doit être appelé à ses responsabilités avant la délibération éthique. 12h42, questions dans la salle. Vous remarquez à quel point on est... Oui, une question ici à Toulouse.
qui sera peut-être la dernière. Et on laissera Pourriez-vous Michel. nous donner quelques exemples concrets de saisines sur lesquelles vous avez été amené à donner votre avis? Chacun se consterne rapidement. Une tête de chapitre. Excellente question. Des exemples du terrain. Ça peut être parfois sur des questions de lieu de vie, avec des patients qui choisissent un lieu de vie ou qui en refusent certains, et ça rentre en contradiction avec la vision des équipes de soins, par exemple. Nous, on a fait récemment des saisines sur les refus de soins. Alors, c'était alimentaire pour un et refus de soins autre. Oui, très rapidement. La dernière en date qui a été très médiatique est une thématique autour du refus de traitement et de l'opportunité d'une mise en place d'un arrêt de traitement en situation palliative et de fin de vie. C'est la majorité de nos saisines, et notamment aussi en pédiatrie, dans le cadre de désaccords entre des projets de soins pour les familles, enfin des équipes soignantes qui ne sont pas en accord, pas consensuelles avec les familles, en pédiatrie ou ailleurs. Oui, on a aussi une grande part de questionnement de l'équipe de procréation médicale assistée, avec des situations. Alors bien sûr, ils ont déjà leur réflexion éthique, voilà, mais quand les situations sont extrêmement complexes, il y a beaucoup de situations qui arrivent à nous. Et nous, je vais donner 2 têtes de gondole peut-être aussi. On a eu un gros cas qui nous a occupés. C'était un refus de soins, mais non pas du patient, mais de l'équipe soignante qui ne voulait pas exercer un acte, enfin, qui a été remonté par les infirmières et aides-soignantes. Donc il y avait un désaccord. Et sinon, on a aussi on est souvent saisi pour des patients de refus de soins également, mais c'est le patient lui-même ou témoin de Jéhovah, des choses de ce style. L'adaptation du plan de traitement à quelque chose de singulier. Donc voilà, souvent on a ça. Alors, les grandes questions de début, de fin de vie, bien sûr, mais je pense aussi, on le connaît avec Catherine dans une autre structure, des questions aussi de contention, dites largement. Voilà, d'atteinte à la liberté d'aller et venir d'un patient en institution. Très largement. Eh bien voilà, merci à toutes et tous et merci pour vos questions et à tout à l'heure. Merci. Et merci aux animateurs, merci à tout le monde. Avant de partir, simplement, je voulais vous dire que notre objectif ce matin n'était pas d'offrir une formation exhaustive à la réflexion éthique, mais plutôt d'essayer de vous faire partager la vie de structures de réflexion éthique qui se sont mises en place ici et là, certaines depuis plusieurs années, d'autres plus récemment, et de vous montrer quelles étaient les facilités, les problèmes, les contraintes, les difficultés, et finalement vous donner un petit peu l'envie surtout de pétiller en collégialité.